Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le réseau de diffusion des programmes de Studio Tamani s'élargit. Vous pouvez nous écouter désormais sur 81 radios à travers le pays, 3 télévisions, en plus de notre site web, les réseaux sociaux et gratuitement en appelant le 37 321. Vous le savez, il y a quelques jours, des milliers de manifestants ont demandé le départ du président de la République. Certains ont dénoncé la mauvaise gouvernance également. Le président de la République, ce dimanche 14 juin, s'est adressé à la nation en promettant des solutions aux problèmes évoqués et également en estimant que sa main est tendue et sa porte reste ouverte. Que retenir de ce discours du président de la République? C'est le thème du grand dialogue de ce soir et nos invités sont Balan Diakité, qui est analyste politique au niveau du Centre de recherche et d'analyse politique, économique et sociale CRAPES, et Boubacar Bokoum et Brahima Mamadou Kone, qui sont tous deux politologues. Je suis Mohamedou Touré, bienvenue à tous. Le Grand Dialogue. Plusieurs réactions sur les réseaux sociaux et sur la page Facebook de Studio Tamani après le discours du président de la République. Adama dit François Traoré estime que, je cite, « on n'a rien compris de concret dans ce discours, à part qu'il restait ouvert au dialogue et sa main tendue comme toujours ». Boubacar Bokoum, êtes-vous d'accord avec François Traoré? Je suis absolument d'accord. Dès lors que nous venons juste de quitter, il n'y a pas longtemps, le dialogue national inclusif et qu'au sortir des différents mouvements que nous avons connus, il a prétendu avoir toujours la main tendue à l'opposition. Et cette main tendue, nous ne voyons pas réellement ce que ça a donné parce qu'en termes de résultats, cela n'aurait abouti à rien. Et son discours d'hier soir était d'une platitude étonnante de mon point de vue. Et vu la gravité, j'ai l'impression que les analystes qui sont autour du président de la République ne lui disent pas toute la vérité parce que le 5 juin était une alerte assez intéressante pour qu'ils comprennent déjà que c'est le système et le régime qui est suffisamment menacé. Et face à cette menace de cette envergure, je pense qu'il aurait été plus intéressant qu'il sorte avec des propositions concrètes qui allaient apaiser la situation plutôt que de rester encore en train de surfer sur des vagues en prétextant que la main est tendue, que sa porte est toujours ouverte et qu'éventuellement il rencontrerait le mouvement du 5 juin. Je pense que ce serait très léger d'aller dans cette dynamique sans aller sur la base des propositions concrètes, convaincantes. Dès lors que vous avez la population qui ne croit plus à ses leaders, c'est compliqué de rester dans une telle platitude, d'être encore très loin de son peuple. Ça veut dire qu'il n'a pas compris le message. Et sur Facebook toujours, moi je pense que le président s'est moqué des Maliens. Il a tout dit sauf l'essentiel. Ça, c'est la déclaration de Daouda Koné. Êtes-vous d'accord avec lui, Balan Diakité? Bon, moi je pense que si on doit analyser quand même ce discours, on doit l'analyser sous 3 points. D'abord, il faut voir le contexte dans lequel ce discours s'inscrit. Ensuite, quelle est la cible visée par ce discours, parce que tout discours politique a une cible bien déterminée. Aussi, la fonction sociale du dit discours. Et donc, si on est d'accord avec ce postulat, moi je pense que ce discours, ça s'inscrit effectivement dans le cadre des manifestations du 5 juin, dont le mot d'ordre est également effectivement la démission du président de la République. Et donc, le président s'est en l'occurrence beaucoup plus adressé aux manifestants du 5 juin qu'au peuple malien, parce que quand on regarde effectivement les mots qu'il a soulignés dans son discours, c'est-à-dire l'insécurité, c'est-à-dire la crise de l'école, mais aussi également l'emploi. Ce sont des problèmes que tous les Maliens connaissent. Ce que les Maliens attendent effectivement de la part du président de la République, ce sont plutôt des solutions concrètes. Mais les problèmes, nous en connaissons tous en fait. Donc hier soir, ça a été en fait une sorte de rappel des problèmes sans pour autant proposer de solutions concrètes. Et donc de ce point de vue, je pense qu'il s'est plutôt adressé en fait aux manifestants du 5 juin qu'au peuple malien. Par ailleurs, lorsque vous regardez la fonction sociale de ce discours, ça n'a
n'a pas d'autre fonction que d'agir sur les manifestants. C'est-à-dire que le président essaie d'agir sur la dynamique des manifestants. Vous allez voir que hier soir, avant même de faire le discours, il avait tenu une rencontre avec un certain nombre de notables de Bamako et des chefs religieux, comme s'il était en quête de légitimité. Donc aujourd'hui, le véritable problème de ce pouvoir, c'est un véritable problème de légitimité. Et on a vu que les manifestants du 5 juin, c'est là où ils ont pointé du doigt et ils demandent en fait la démission du président de la République. Alors que le président n'a pas fait n'a pas fait référence justement à cette demande ultime des manifestants du 5 juin. Rien à retenir, les engagements sont pris pour être appliqués et non pour distraire le peuple, c'est ce qu'estime Sidi Dao. Est-ce que vous vous êtes senti distrait, Brahima Mamadou Kone, à travers ce discours du président? Par objection, moi je pense que le discours du président de la République venait un peu en retard. Parce que vous savez, en matière de stratégie, pour circonscrire une crise, il faut bien l'analyser et agir à temps avant que la crise ne prenne des dimensions proportionnelles, parce qu'en ce moment, les résultats ou les réponses deviennent caduques. Mais au-delà de tout cela, moi je pense que le discours du président de la République était un discours d'apaisement du climat sociopolitique actuel. Et quand il dit que j'ai entendu vos colères et vos cris, et il y aura une rencontre de décrispation entre le M5 et le président de la République dans les jours à venir. Je pense qu'au-delà de tout, de nos condamnations et autres, il y a une volonté affichée aujourd'hui. Et il y a une volonté manifeste du président de la République aujourd'hui qui a pris toute la mesure de la menace en compte et qui, dans les jours à venir, va s'impliquer davantage pour la recherche de solutions. Mais d'abord, il y a eu 3 erreurs stratégiques. La première erreur stratégique, c'est-à-dire qu'après le 5 juin, le président de la République devrait sortir impérativement pour faire une adresse à la nation. Ça nous aurait permis de calmer un peu le jeu et la colère. La deuxième erreur stratégique, c'est de nommer, c'est d'accepter la démission du gouvernement actuel et de reconduire le Premier ministre illico presto, sans une consultation large avec l'ensemble des partis politiques de la majorité présidentielle et aussi avec les RPM. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui une crise de confiance qui se dessine au sein des partis de la majorité présidentielle et qui pourraient être éventuellement des points de blocage si on va aller vers les réformes institutionnelles. Et la troisième erreur stratégique, c'est la rencontre que le président de la République a eue hier avec les légitimités traditionnelles, religieuses et puis certains acteurs de la société civile. Il ne devrait pas le faire. La meilleure stratégie, c'était de rencontrer ces gens-là en secret et demander à ces gens d'engager des pourparlers avec les M5. Et au-delà de ça, je pense que la situation même dépasse la personne du président de la République aujourd'hui. La meilleure stratégie serait qu'on exploite nos hautes personnalités. Aujourd'hui, je pense qu'il faut impliquer les médiateurs de la République et aussi il faut faire appel à ce que j'appelle les absences-présences. C'est-à-dire que l'ensemble des anciens chefs d'État maliens, l'ensemble des anciens premiers ministres maliens, l'ensemble des anciens présidents du Parlement malien, il faut créer impérativement une cellule de crise et mettre ces gens-là. Vous n'êtes pas d'accord avec Balan et Bokoum par rapport à l'utilité de ce discours? À quoi est-ce que ça va servir par rapport à la résolution des problèmes qui ont été évoqués par certains Maliens? Non, le président a fait un discours d'apaisement, mais il n'y a pas eu de mesures fortes. Mais je reste optimiste que dans les jours à venir, quand il va engager les pourparlers ou la médiation avec les M5, ces médiations devraient être vraiment un espace de dialogue franc et que les négociations doivent être faites sur des bases justes. Pas pour sauver le président de la République, mais pour sauver les Mali. D'accord. Êtes-vous autant optimiste que M. Kone? Non, je suis loin d'être optimiste, M. Touré, parce qu'en réalité, quand vous regardez tout ce qui se passe, au-delà de, excusez-moi, de l'aspect folklorique de cette approche,
il va falloir aller au fond des choses. Le Mali aujourd'hui est face à un mauvais système de gouvernance. C'est ça la triste réalité. Et ce mauvais système de gouvernance a exacerbé au point où aujourd'hui, la valeur ajoutée que le M5 apporte, c'est quoi? C'est juste de dire au président de la République de démissionner. Ils n'ont rien apporté de nouveau. Donc en réalité, ça veut dire que le M5 a juste surfé sur les malaises généralisés et globalisés de la population. Donc le mal-être, il est réel. Donc le président de la République se doit d'apporter des réformes très fortes pour pallier à ça. Et aujourd'hui, les rencontres auxquelles il fait allusion, M5, c'est juste pour diluer. Il s'agit juste d'avoir des approches qui permettent au mouvement de s'émousser, qui mettent des stratégies en place qui permettent de baisser la tension. Donc en réalité, ce qu'il dit, ce n'est que de sauver le président de la République. Parce que comment préserver aujourd'hui le Mali? Il s'agit d'aller dans la réforme réelle du système de gouvernance. Quand je regarde aujourd'hui même le M5, en termes de vision stratégique, a des soucis énormes. Parce qu'aujourd'hui, s'il s'agit de faire partir le président de la République, le président de la République n'est pas le problème. Il est une partie du problème. Donc c'est le système de gouvernance qui pose problème. Aujourd'hui, le M5 ne nous propose aucun modèle de gouvernance en réalité. Il prétendent attendre que le président de la République parte pour apporter des solutions. Alors que nous avons des chercheurs, il y a des modèles stratégiques, il y a des modèles économiques, il y a des modèles sociaux. Donc il faut qu'aujourd'hui qu'on présente au peuple malien, nous allons enlever Ibrahim Boubacar Keïta et son régime pour installer ce modèle de régime, ce modèle de gouvernance qui apporte telle valeur ajoutée. Êtes-vous d'accord, oui ou non? Alors, si le peuple est d'accord avec cette approche, oui, nous sommes d'accord pour que le président de la République s'en aille sous l'article 121 de la Constitution qui prévoit effectivement qu'on peut aller à la désobéissance civile, qui consiste à dire aujourd'hui que si on va à la désobéissance civile avec la bonne organisation et la bonne méthode, ça veut dire que cette désobéissance va paralyser le pays à un moment donné où le président de la République, toutes les institutions vont être bloquées et il va être obligé de s'en aller. À défaut de s'en aller, on ira à une confrontation qui, je ne le souhaite pas, pourrait aboutir à la descente dans l'arène de l'armée qui va être obligé de descendre pour stabiliser le pays. Donc, c'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui, les analystes qui sont autour du président de la République ils ne le disent pas toute la vérité. Sinon, comment on peut sortir dans un contexte de crise aussi grave que celui-là, de juste dire aux gens que j'ai la main tendue et que mes portes sont ouvertes? Mais attends, ça veut dire qu'il confirme effectivement qu'il est incapable, parce que j'ai écouté dans son discours qu'il dit qu'il a donné le meilleur de lui-même, il a tout fait. Ça veut dire qu'il a atteint réellement ses limites. Donc si le président de la République a atteint ses limites, ça veut dire qu'il faut le changer. D'accord. Et parmi les questions qui sont touchées, il y a l'école, la santé, la sécurité, les manifestations. Et dans son discours, Ibrahim Boubacar Keïta a déclaré « Je m'attellerai tout d'abord à résoudre la crise scolaire en instruisant au Premier ministre de trouver dans les meilleurs délais un accord avec le syndicat des enseignants ». Est-ce que cette déclaration rassure Balandja Keïta? Ça ne rassure pas du tout. Et d'ailleurs, ce que le président a fait dans son discours, ça s'appelle justement dans la sociologie politique la restructuration des identités. C'est-à-dire que le président, il essaie de placer chacun dans son poste dans l'arène politique. Et comme vous l'avez constaté, il dit il va instruire au gouvernement de trouver des solutions dans des meilleurs délais. Et en disant cela, le président lui-même se met en dehors de l'exécutif, alors qu'il est un élément de l'exécutif. C'est lui qui préside effectivement le Conseil des ministres. Et aucune décision n'est adoptée au Conseil des ministres si le président n'est pas d'accord. Donc il fait partie de l'exécutif, alors que dans son discours, il essaye justement de se mettre au dehors de l'exécutif. Donc ça, c'est une sorte de structuration des identités qui ne répond pas à la réalité du terrain. Et encore, une fois de plus, le président a essayé de se mettre au-dessus de la mêlée, comme si le problème aujourd'hui du Mali, c'est un problème entre le gouvernement et la société civile. Alors que le problème n'est pas au niveau du gouvernement. Depuis très longtemps, on a compris que le gouvernement n'est pas le problème. Depuis que ce président est au pouvoir, combien de premiers ministres on a eu, combien de gouvernements on a eu, combien de remaniements on a fait? Plusieurs. Et donc le problème demeure toujours le même. Donc à un moment donné, on doit savoir que ce n'est pas en fait le Premier ministre qui est mis en cause, c'est le président même qui est mis en cause. C'est la vision
du président qui est questionné. Est-ce que nous sommes aujourd'hui face à un président qui a une vision pour le pays, qui a en fait des solutions pour faire sortir le pays de l'ornière? Donc ça, ce sont des questions fondamentales. Et après, on a vu effectivement dans son discours, après avoir souligné ces problèmes, crise de l'école, etc., il avait dit également que chaque Malien qui manifeste l'interpelle. Moi, j'ai envie de dire au président de la République que ce n'est pas quand le Malien lambda marche qu'il l'interpelle. En fait, notre silence aussi l'interpelle. Quand on a faim, nous l'interpellons. Quand on n'arrive pas à avoir de l'eau potable, nous l'interpellons. Quand on est dans l'obscurité parce qu'on n'a pas d'électricité, nous l'interpellons. Donc, ce n'est pas en fait quand les Maliens lambda marchent que nous interpellons notre président. Notre silence aussi est très significatif. Et donc, le nombre de Maliens aujourd'hui qui n'ont pas participé à cette manifestation, est-ce que ces Maliens n'interpellent pas le président? Bien sûr que si. Et donc, à un moment donné, il faudrait justement sortir de cet attendement et proposer à la population des solutions réelles. Et c'est ce qu'on entendait hier soir. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. J'ai envie de dire que la montagne a accouché d'une souris. Le 5 octobre passé, il avait dit au Premier ministre de régler la crise scolaire. Quelle est la situation aujourd'hui, déclare Mahaman Touré? Et je voudrais apporter deux petites précisions par rapport à l'intervention de Bala Diakité. Premièrement, le président ne s'est pas adressé aux manifestants seulement. Il s'est adressé au peuple malien. Parce qu'il est convaincu qu'il y a la majorité silencieuse dont nous tous nous faisions partie. Et la deuxième des choses, au niveau de l'exécutif, le président de la République n'est pas responsable devant le Parlement malien, conformément à la loi fondamentale de 92. C'est le Premier ministre qui est responsable devant le Parlement. Et quand vous regardez, on a un problème structurel. Comme il a dit, il a fait une structuration des identités. Ce qui est ressorti dans le discours, il a parlé de la crise scolaire, il a parlé de l'approvisionnement des Maliens en denrées des premières nécessités, il a parlé de la crise sécuritaire. Et en fait, il a fait juste un rappel. Mais ça, c'est des mots auxquels nous sommes habitués. Nous entendons ça tous les jours. Mais maintenant, la crise scolaire aujourd'hui... Avant cela, est-ce que, malgré que ce soit le Premier ministre qui doit exécuter, est-ce que la responsabilité du président de la République peut être écartée? Non, le président de la République est le garant de l'unité nationale. Il est le premier citoyen du Mali. Et sa personne même incarne l'institution de la République présidentielle. Maintenant, c'est-à-dire qu'il y a un problème fondamental que moi j'ai l'habitude de décrier il y a longtemps. Le Premier ministre a passé une année à la station primatoriale. Quelle est sa déclaration de politique générale? Il n'a jamais fait de déclaration de politique générale. Or, c'est une violation de la Constitution, c'est une violation du principe républicain du Mali. Et si c'est le cas, malgré cela, le président de la République a décidé de le reconduire. Voilà, il a décidé de le reconduire pour des raisons que lui-même, qui sont propres à lui, mais pas pour le Mali. Parce que pour moi, le Premier ministre actuel que nous avons n'est pas à la hauteur des attentes, n'est pas à la hauteur des aspirations du Mali, n'est pas à la hauteur de la dimension de la crise sécuritaire, économique et sociale du Mali. Et le président de la République l'est-il? Parce que, et par ricochet, le président de la République. Maintenant, ce qui est fondamental dans la situation actuelle du Mali, il faut faire face au plan social. Après, dans le plan social, il y a ce qu'on appelle la modélisation politique. Si nous étions dans la modélisation politique, nous aurions pu apporter des solutions à la crise scolaire. Par exemple, pendant les vacances, dans cette modélisation, le ministre de l'Éducation appelle l'ensemble des syndicats de l'éducation. Il fait associer le ministre des Finances dans l'exercice. Il leur demande quelles sont vraiment vos doléances. Quand il recense les doléances, il les identifie. Il dit, bon, je vais amener au Conseil des ministres, en compagnie du ministre des Finances. Mais leurs doléances ne sont-elles pas connues aujourd'hui, puisqu'ils demandent l'application? C'est-à-dire que si les doléances étaient analysées, on aurait pu apporter... Parce qu'on est déjà dans c'est ce que je dis, on est déjà dans 2 ans dans cette situation. Quand la première crise a débuté l'année passée, il fallait procéder ainsi et faire un diagnostic et évaluer la capacité financière du Mali par rapport aux réponses. Mais faudrait-il donner la volonté de le faire? Oui, c'est ce que j'ai dit. Si on avait évalué la situation, le ministre des Finances dit, voilà
la capacité financière du Mali à prendre en compte telle ou telle doléance. Le gouvernement manque de vision, de stratégie. Donc Mais il n'y a pas... Si je dis qu'on a un problème structurel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de vision, il n'y a pas de leadership. Donc, on est et quand vous analysez de près, le pays est géré par dérogation spéciale comme la carrière d'un étudiant. On ne gère pas un pays sans vision. On est en train d'aller tous azimuts. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est face à des problèmes dont les réponses deviennent aujourd'hui caduques et qui ne sont pas à mesure d'apaiser le climat sociopolitique. Maintenant, ce que je disais, je reviens. Maintenant, on dit aux syndicats, voilà, cette année, nous pouvons prendre telle ou telle doléance et apporter les réponses financières. Mais telle ou telle doléance, nous allons le faire progressivement en 1 année ou en 2 ans. Quand on est dans la vision et dans la modélisation. Mais voilà, c'est ce qui manque, dans ce pays. Donc on est encore, si vous voulez bien, dans les promesses. D'accord. Qui, malheureusement, ne sont jamais tenues. Okay. Rapidement, avant que je donne la parole. Moi, je suis d'accord vers la fin de son discours. En fait, lorsque vous regardez bien, lui-même, il a précisé que c'est le Premier ministre qui est responsable devant le Parlement. Aujourd'hui, il faudrait que l'on sorte justement de ce cadre-là. C'est le président de la République qui doit être responsable devant l'Assemblée nationale. Et ça, aujourd'hui, parmi les réformes que l'on doit faire, il faudra aller vers ça. Parce que, qu'est-ce que l'on constate? Le président, il se met au-dessus de la mêlée, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il met en fait le problème dans un cadre d'affrontement entre le gouvernement et la société civile, comme si lui-même, il n'est pas dedans. Alors que nous ne sommes pas dans une monarchie. Il faut qu'on le dise. C'est dans une monarchie où le roi est au-dessus de la mêlée. Mais là, dans le cadre malien, le président de la République fait partie de l'exécutif et le peuple malien a voté pour le président de la République. Et puis, dans les faits, il faut constater que c'est le président de la République qui préside le Conseil des ministres et toutes les décisions du gouvernement sont prises justement au sein du Conseil des ministres. Donc, à un moment donné, c'est le président même qui est interpellé. Et puis, en dehors de cela, lorsque on parle du problème des enseignants avec le gouvernement, moi, je suis bien d'accord avec la modélisation de mon confrère, mais il faudrait remarquer une chose, c'est que ce gouvernement ne connaît que le rapport de force. Les discussions ont été combien de fois engagées avec les enseignants? Les enseignants ont fait combien de doléances? On ne peut pas dire que dans le Mali, nous sommes en crise de propositions. Des propositions ont été faites, mais on a l'impression que de l'autre côté, il y a un mur. On ne nous entend pas. Les propositions qui sont faites ne sont pas entendues. Donc, à un moment donné, lorsqu'on demande la démission du président de la République, dans une démocratie, quand on est sérieux avec cela, on doit admettre que ça aussi, c'est légitime. Et aujourd'hui, c'est sur ce terrain-là que l'on attend le président de la République. Le président de la République déclare qu'il a instruit au Premier ministre de trouver un accord avec le syndicat des enseignants. Monsieur Mahaman Touré estime que le 5 octobre passé, le président avait instruit cette même mesure au Premier ministre. Alors, est-ce que cette nouvelle instruction va changer quelque chose? Beaucoup. J'ai du mal à comprendre étymologiquement qu'est-ce que ça veut dire instruire. Je me perds dans les mots parce que je pense qu'un président de la République, il est le premier garant de notre Constitution et il est le garant de nos lois. Contrairement à lui, je pense que le président de la République est même un monarque. Parce qu'en réalité, la séparation des pouvoirs n'est pas réelle. Aujourd'hui, quand vous regardez ce qui se passe au niveau des législatives, les contestations, le mode de désignation de la Cour constitutionnelle, les 9 sages, plus ou moins de façon directe et indirecte, sont nommés par le président de la République. Donc, il y a un problème à ce niveau. Donc, vous regarderez quand il dit « j'ai instruit », lui, il instruit, mais il n'est pas responsable de l'instruction. Quand tu n'exécutes pas, il fait comme si aujourd'hui, les instructions qu'il avait données au Premier ministre de résoudre le problème de l'enseignement, il n'était pas au Mali et que voilà, maintenant, c'est maintenant qu'il se réveille pour se rendre compte que le Premier ministre n'a rien fait. Et si c'est le cas, est-ce que ce Premier ministre ne doit pas être démis de ses fonctions? Alors, donc je pense que c'est vraiment un pied de nez qu'il fait aux Maliens en disant « oui, tout ça, j'ai donné des instructions, ensuite tu reconduis de facto le même Premier ministre ». C'est pour aller à quoi? À la continuité de ce que Boubou avait déjà commencé. Et quand tu fais le bilan du Premier ministre aujourd'hui, sur le plan économique, il est censé être le ministre des Finances. Économiquement, nous n'avons pas avancé d'un iota. Sur le problème sécuritaire, nous n'avons pas avancé d'un pas. Sur le plan social, la demande des citoyens, rien n'est répondu. Sur la demande civile, notamment au niveau du droit, de la justice, rien n'a avancé. Et finalement, qu'est-ce qu'on veut nous faire croire? Que ce bilan, il est positif?
et que M. Boubou, avec le président de la République, sont capables de faire du Mali un pays émergent? Je dis non. C'est un faux débat. Donc c'est une fuite en avant que le président de la République est en train de faire. Il cherche un bouc émissaire et effectivement, Boubou va aller au charbon. Éventuellement, dans quelques mois, s'il échoue, il serait un fusible qui va sauter et on le fait remplacer par un autre Premier ministre et on sera encore dans le même système. Donc c'est pourquoi nous avons dit en son temps qu'il ne s'agit pas de changer des personnes. Il ne s'agit pas de changer le Premier ministre. Aujourd'hui, même si on pense que c'est Ibrahim Boubacar Keïta le problème, changer Ibrahim Boubacar Keïta n'est pas fondamentalement la solution. C'est le système dans lequel Ibrahim Boubacar Keïta aujourd'hui est piégé, pris en otage avec son gouvernement. C'est ce système qui doit être en fait remis en cause. Quel avenir donc pour les élèves maliens, puisque les classes d'examen ont repris les cours, certains ont repris les cours il y a quelques jours. La réouverture des autres classes est annoncée pour le 1er septembre et la fin de l'année scolaire est également annoncée en mi-novembre. Quel avenir pour les élèves maliens dans ce contexte? Dans ce contexte, M. Touré, vous savez que le corps malien n'a aucun avenir. En réalité, aujourd'hui, le gouvernement en face ne prend pas la mesure. On se moque de ce pays. En réalité, ceux qui ont commencé, ils n'ont pas commencé pour finir l'année. Ils n'ont pas commencé pour avoir un contenu réel pédagogique qui serait une capacité. Donc aujourd'hui, on n'est pas en train de donner une capacité aux enfants. Encore moins avant même d'aller aux enfants aujourd'hui parler de l'école. Parce qu'en fait, il faut reconnaître que rien ne marche aujourd'hui dans ce pays. Quel est le secteur sur lequel vous pouvez mettre le doigt pour dire qu'aujourd'hui, il y a du mieux et que ça va? Donc, si on ne se pose pas les bonnes questions en termes de gouvernance, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, on cherche à faire le sapeur-pompier, comme il l'a dit tantôt. Il veut résoudre le problème de l'école de façon séparée, résoudre le problème de telle corporation de façon séparée. Alors que la gouvernance, c'est un système d'équation. Donc, il faut résoudre toutes les questions de façon simultanée, avec une vision claire et avec de la précision et de la technicité dans la démarche. Quel est le secteur où tout va bien? Donc on va parler du secteur de la santé. En pleine épidémie coronavirus, il y a IBK qui a déclaré « Je rencontrerai ensuite toutes les parties prenantes à la question de la santé, y compris l'ordre des médecins du Mali et les usagers, afin d'accélérer la mise en œuvre du plan de modernisation de tous les hôpitaux de Bamako. » Sauf qu'il n'a pas donné une date. Oui, encore, nous sommes dans les pilotages à vue. En quoi est-ce que IBK va rencontrer les syndicats de la santé pour leur dire quoi? Il n'est pas dans son rôle. Il y a quand même un ministre de la Santé. Il y a un ministre de la Santé, il y a un Premier ministre. S'il doit y avoir une rencontre entre les syndicats de la Santé, ça doit commencer par... Les négociations doivent commencer avec l'UNTM ou avec le ministre de la Santé ou avec le Premier ministre, le gouvernement si vous voulez. Maintenant, ce que j'ai dit, c'est que nous avons un problème structurel. Quand vous analysez... Au-delà des rencontres même, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre de façon concrète par rapport au secteur de la santé? Notre système de santé est à terre. Il n'y a pas d'autre solution que d'aller vers la refondation de notre système de santé. Et moi, personnellement, si ça tient à moi, aujourd'hui, il faut aller vers la concession de nos hôpitaux. Parce que c'est la corruption aussi au sein de nos centres hospitaliers, au sein de nos CHU, qui font qu'aujourd'hui, la plupart des Maliens n'arrivent pas à se soigner. C'est pourquoi quand les gens crient « tel député est parti se soigner à l'extérieur », je dis « mais non, arrêtez ». Mais si j'ai les moyens et que les hôpitaux qui sont chez moi ne sont pas à mesure de me soigner, mais je vais à l'extérieur. Mais ce qu'on peut leur reprocher, à leurs propres frais ou aux frais du Mali? Aux frais de l'État. C'est leur mauvaise volonté. Est-ce normal que ce soit aux frais de l'État? Ce n'est pas normal. Et ce que j'ai dit, quand vous parlez un peu, les montants que les évacuations coûtent à l'État malien, peut nous permettre de rénover nos hôpitaux, peut nous permettre d'équiper nos hôpitaux. Vous savez, il y a une violation... La question qui se pose, excusez-moi, c'est pourquoi ça ne se fait donc pas? C'est une question de mauvaise volonté. C'est la mauvaise volonté, c'est une question de vision stratégique qui manque. Maintenant, il y a une grave violation au niveau de nos hôpitaux, surtout au niveau des urgences. Vous savez que beaucoup de gens meurent dans les urgences par manque de moyens pour se payer les frais. Si nous étions dans un pays sérieux, il y aurait des avocats qui vont engager des procès contre l'État du Mali. Parce que dans la loi hospitalière, quand je suis admis en urgence, jusqu'à la levée de l'urgence certifiée par un médecin légiste, mes parents ne doivent pas payer une seule ordonnance. C'est aux frais de l'État. Malheureusement, l'État est incapable de doter nos services d'urgence des moyens adéquats pour pouvoir soulager les couches les plus vulnérables.
Maintenant, pour revenir à la question stratégique, quand vous analysez un peu la complexité de la demande sociale, à partir du 5 avril 2019, ayant conduit à la démission du Premier ministre Soumaïla Bouboué Maïga, jusqu'à aujourd'hui, les réponses restent mitigées. Il n'y a pas eu d'évolution. Il faut analyser la situation de façon structurelle. Il n'y a pas eu d'évolution. D'ailleurs, on est en train d'aller de crise en crise. Et quand vous regardez l'actuel Premier ministre, comment vous pouvez conduire un Premier ministre qui a passé une année, économiste, ancien fonctionnaire de la Banque mondiale, qui a été incapable de présenter sa DPG et qui se justifie aujourd'hui par rapport à la théorie du déni. J'ai dit, mais il faut nous respecter. Le déni, c'est le déni qui doit s'adapter à la Constitution du Mali. Et non à la Constitution du Mali de s'adapter au déni. Quand vous prenez sur le plan social, le Premier ministre a échoué, parce que la grogne augmente, c'est ce qui justifie aujourd'hui les manifestations dans les rues de la capitale de Bamako. Quand vous prenez sur le plan éducatif, il a échoué, c'est ce qui fait que les grèves continuent. Quand vous prenez sur le plan sécuritaire, l'échec est patent. Quand vous prenez sur le plan humanitaire, il faut aller voir nos déplacés qui sont là avec nous, dans les centres. On va y revenir tout à l'heure. Balan, il y a Modibo Bakary Coulibaly qui dit « Si le président cherche à résoudre le problème de la crise scolaire, n'est-il pas possible de lui donner une chance pour que ces problèmes soient résolus ?» Non, mais il a eu combien de chances depuis 7 ans qu'il est au pouvoir. Qu'est-ce qui a changé? Tout le monde a rappelé ici. Si nous sommes d'accord sur une chose, c'est que rien n'a bougé depuis que Ibeka est au pouvoir. Donc à un moment donné, il faut se rendre compte des faits. C'est que l'échec du Premier ministre qui est évoqué ici, moi j'ai dit que cet échec est imputable au président de la République. Le Premier ministre est là pour qui? Qui l'a nommé? Il rend compte à qui? C'est au président de la République. Et donc, à un moment donné, il faut se rendre compte que le Premier ministre n'est rien d'autre qu'un employé du président de la République. Et donc, c'est le président de la République qui lui donne des instructions, qui lui montre la voie. Et donc, si ce Premier ministre échoue, cet échec est imputable quelque part aussi au président de la République. Maintenant, par rapport aux problèmes sociaux, c'est-à-dire l'éducation, la santé, moi je vais vous dire une chose, le Mali souffre aujourd'hui d'exemplarité. Au-delà de tous les problèmes structurels dont on a évoqué, le gros problème aujourd'hui du Mali, c'est pas seulement la mauvaise gouvernance, mais aussi c'est l'exemplarité en fait. Le jour où vous allez avoir des premiers ministres, contrairement à lui, moi je ne suis pas d'accord sur le fait que des premiers ministres ou des ministres ou des députés aillent se faire soigner à l'extérieur, aux frais de l'État, alors qu'ils sont en mesure de faire améliorer le système sanitaire de leur pays. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait condamner avec la dernière fermeté. Et donc, à ce niveau, le jour où vous allez avoir dans les mêmes hôpitaux que les pauvres et les riches vont se faire soigner, le jour où vous allez avoir dans nos écoles publiques des enfants des ministres et des enfants de pauvres étudier dans la même salle avec le même professeur, ce jour-là, on pourra dire que le Mali est sur la voie du développement. Et donc, jusqu'ici, tant que cela n'est pas constaté, tant que cette exemplarité-là n'est pas constatée sur le terrain, c'est difficile en fait de croire à une quelconque volonté de changement de la part de ce gouvernement et de ce président de la République. Et donc c'est impossible aujourd'hui, si on revient au problème scolaire, c'est impossible aujourd'hui de régler ce problème-là tant qu'on ne va pas mettre les enseignants dans des conditions. Il faudrait se rendre compte d'une chose. Ça fait combien de fois au Mali que les enseignants partent justement en grève? Ibeka lui-même, il a rappelé hier soir dans son discours, il dit que l'avenir de notre pays repose sur l'éducation, sur l'école. Pourtant, M. Bokoum estime que l'avenir de l'école... Mais l'école est sans avenir. Donc ça veut dire, par ricochet, que le Mali est sans avenir. Parce qu'il faut mettre d'abord les enseignants dans des conditions. Et lorsque vous regardez le gouvernement, au Mali ici, pratiquement toutes les couches socio-professionnelles sont parties en grève sous le règne d'Ibeka. Même les boutiquiers, les simples boutiquiers qui sont en bas qui vendent des bidons d'eau, etc., pour gagner des bénéfices de 10 francs et 15 francs, ces gens-là sont partis en grève. Mais les seuls qu'on n'a pas vu partir en grève sous le règne d'Ibeka, ce sont les membres du gouvernement. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que ça va de leur côté, Dieu merci. Mais du côté du peuple, ça ne va pas. Donc à un moment donné, il faudrait qu'on essaie en fait de rapprocher la gouvernance à la vie réelle des populations. Et c'est ce que les enseignants demandent. Ils demandent tout simplement qu'on les mette dans leurs droits. Et ça, c'est pas trop demandé quand même dans une démocratie. Surtout que ce sont des chefs de famille, ce sont des gens qui ont des responsabilités, ce sont des gens qui ont également d'autres charges sociales, tout comme les membres du gouvernement. Donc à un moment donné,
tant que les membres du gouvernement perçoivent leur salaire et régulièrement, il faudrait que le gouvernement s'active pour mettre les autres aussi également dans leurs droits. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce gouvernement ne connaît que du rapport de force. Si le président de la République est sorti hier soir, parce que le rapport de force n'est pas à l'avantage du président de la République aujourd'hui. Sinon, contrairement, on allait voir autre chose. Certains estiment que le président, à travers ce discours, on a l'impression qu'il est toujours en campagne électorale et non en train de diriger le pays. Et d'autres se demandent par rapport à l'aspect sécuritaire pourquoi il n'a pas parlé de la situation de son frère Soumaïla Cissé auquel sa famille attendait beaucoup de lui. Ça, c'est une question de Bokar Touré sur Facebook. Mais c'est tout à fait naturel qu'il n'en parle pas parce qu'il n'a pas de solution pour le Mali, encore moins pour la libération de Soumaïla. C'est pourquoi aujourd'hui, il n'en parle pas parce qu'en en parlant aujourd'hui sans apporter de solution, il se fragilise davantage. Donc c'est encore une fuite en avant. Donc cela démontre naturellement que le président de la République, à la date d'aujourd'hui, a montré son incapacité à gouverner le pays. C'est ça la triste réalité. Parce que quand vous regardez le tour de table que nous venons de faire aujourd'hui, tu ne vois pas un seul point où c'est positif. Il n'y a pas un seul point de lueur qui nous permette... Monsieur Koné a de l'espoir. Oui, c'est bien. En tant que religieux, en tant que croyants, nous avons tous espoir que ce pays un jour va se relever de cette situation. Nous y croyons. Nous nous battons aujourd'hui pour qu'il y ait un changement, pour qu'il y ait un renouveau. Nous ne désespérons pas. Mais cela ne nous empêche pas d'être objectifs par rapport aux actes posés par nos dirigeants actuels qui ne nous donnent pas de la lisibilité, encore moins de la visibilité par rapport à l'émergence du Mali. Quand vous regardez aujourd'hui tout le potentiel que ce pays a en termes de ressources humaines mal exploitées, aujourd'hui vous avez le système de gouvernance qui prône plutôt la médiocrité, c'est les médiocres qui sont primés. Ensuite, vous regardez au niveau des ressources naturelles où le Mali aujourd'hui régorge d'énormes ressources naturelles, mais qui en réalité aussi sont mal gouvernées. Et ça, pour rappel, je vous rappelle que les premiers actes posés au Mali pour priver le Mali de ses ressources naturelles, les premières conventions, c'est encore Ibrahim Boubacar Keïta sous Alpha Oumar Konaré avec Soumaïla Cissé comme ministre des Finances, où le Mali a été dépouillé de sa souveraineté sur les ressources naturelles. Donc encore une mauvaise gouvernance qui date de l'ère mitterrandienne de la démocratie. Et toujours par rapport à la sécurité, est-ce que la situation est en train de s'améliorer ou est-ce qu'elle est en train de se dégrader? Non, mais la situation, tout se dégrade au Mali. Le Mali est en train de disparaître. On est en train de partir en lambeaux. Rien ne s'améliore. Disparaître, ce n'est pas Non, tout. mais c'est la disparition qui nous attend. Aujourd'hui, le Mali, l'État du Mali, entre guillemets, contrôle quoi sur la République? Le Nord, on n'en parle même plus. Les gens ont même oublié de ce que c'est que le Nord. Le centre, on n'en parle plus. Donc aujourd'hui, la crise est au sud, parce qu'en son temps aussi, on les a dit dans l'analyse objective de la situation sécuritaire, quand le problème du Mali a commencé, on a dit aux pays de la sous-région, faites attention, ce n'est pas que le Mali qui va brûler. Venez, on résout le problème du Sahel. Ce n'est pas 5 pays. C'est au moins 13 pays du Sahel qui devraient gérer le problème du Sahel. On ne nous a pas écoutés. Les sudistes ont continué à dire, non, c'est le problème du Nord. On est venu au centre. Et aujourd'hui, on se trouve face à une situation où c'est le Sud qui est en train d'imploser par quoi? Par la mauvaise gouvernance. Donc, à l'origine, on a un système de mauvaise gouvernance qui a dégringolé, qui a fait qu'aujourd'hui, le pays tient à quoi? Vous prenez jusqu'à Ségou. Ségou, nous n'avons plus le contrôle de la région de Ségou. À Koulikoro, nous avons, juste dans la région de Banamba, tout le littoral de Banamba est occupé, infiltré par les djihadistes. Vous prenez la région de Kaï, c'est pratiquement pareil. Donc, qu'est-ce qui nous reste? C'est la petite zone de Bamako, juste sur laquelle on surfe, et la communauté internationale nous reconnaît aujourd'hui au moins comme étant un État, mais que nous ne dirigeons pas, que nous ne gouvernons pas. C'est ça la triste réalité. D'accord. Parlons de la manifestation du 5 juin. Ma porte est donc ouverte et ma main toujours tendue car il nous faut rester ensemble dans ce grand dessein pour le Mali. Monsieur Koné, est-ce que vous pensez aujourd'hui que le mouvement du 5 juin doit accepter cette main tendue du président de la République? Et Touré, je ne vais pas répondre à la question par oui, mais de façon structurelle. Quand vous prenez le Mali aujourd'hui, quand il dit que sa main est tendue, sa porte est ouverte, il va engager une rencontre de décrispation avec les M5. Moi, je pense que c'est une très bonne initiative. Mais aujourd'hui, il ne faudrait pas que le président de la République oublie que c'est l'institution qu'il incarne qui est remise aujourd'hui en cause par les manifestants. Et ça, c'est extrêmement important dans les négociations et dans la médiation.
il n'est pas aujourd'hui la personne idéale pour engager les pourparlers avec les manifestants. Il doit exploiter d'autres personnalités. Le médiateur de la République, c'est lui qui a conduit tout le processus de la conférence nationale en 1992. Il a assez d'expérience. Nous avons l'ancien Premier ministre Django Sissoko Djongouda qui ont assez d'expérience dans ces histoires. Il faut faire une délégation de pouvoir à ces gens pour gérer la situation. Maintenant, demander la démission du président n'est pas anticonstitutionnel, n'est pas antidémocratique. Dans l'histoire de l'humanité ou dans l'histoire de la démocratie, si vous voulez, nous avons connu des présidents démissionnaires. Mais quand on prend de façon structurelle, nous sommes un pays déjà fragile. Nous sommes un pays déjà divisé. Comme il a dit, nous n'avons que Bamako seulement. Quand vous prenez la région de Ségassou qui était à l'abri, il y a eu des attaques à Kouri. Ça veut dire que le petit Le Pen des territoires que nous contrôlons aujourd'hui est très minime par rapport aux attentes. Quand nous restons dans ces bruits sans engager les concertations, dans les rapports de force qui sont et des jets d'acteurs qui sont défavorables au climat d'apaisement, il y aura des problèmes. Si Ibeka refuse de démissionner et qu'on lui force la main à démissionner, il faut s'attendre. Hein? Est-ce que c'est ce qui risque d'arriver? C'est ce qui risque d'arriver. Si les pourparlers ne sont pas engagés à temps, parce qu'il a pris du temps pour s'adresser à la nation. Il a pris du temps pour engager les pourparlers avec les M5. Et vous savez, chaque fois, les rapports de force changent. Chaque fois, les enjeux changent. Et finalement, les réponses deviennent inappropriées ou caduques. Maintenant, moi, je suis favorable. C'est à quoi je ne suis pas favorable aujourd'hui au regard de la situation sécuritaire, économique et de la pandémie du Mali à une transition démocratique. Je m'explique. Rapidement. Aujourd'hui, le président Ibeka peut prendre la décision en toute souveraineté. Dire j'appelle toutes les forces vives de la nation. On se réunit pendant une semaine. Il dit on va chercher une personne qui va faire l'unanimité. Et après ça, moi je démissionne, nous allons mettre un conseil d'État transitionnel en place. Qui va durer 1 année ou 2 ans pour conduire l'ensemble des réformes institutionnelles, administratives, que ce soit économiques, sociales, sécuritaires. Et après, nous allons organiser des élections présidentielles et générales s'il y a lieu. C'est la seule solution aujourd'hui. Mais si Ibeka part aujourd'hui, la situation risque de nous échapper. D'accord. Il a évoqué également les élections législatives en parlant de graves contestations concernant les législatives. Nous recherchons une solution idoine et urgente afin de répondre aux frustrations exprimées. Est-ce que ça, c'est une solution? Non, moi, je vais dire une chose, en fait. C'est que nous avons une conception très erronée de la démocratie au Mali. On pense qu'au Mali, la démocratie, c'est le consensus. La démocratie repose sur le principe de la majorité. Et la majorité évoque quoi? Ça évoque la question de la responsabilité. Lorsque le pays accepte de donner la destinée du pays, la destinée de la nation à un homme pour le faire président, on attend de lui en fait qu'il soit responsable. Responsable, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut répondre de ses actes. Et en politique, quand on n'en peut plus, c'est aussi responsable de dire je n'en peux plus et je démissionne. Ça, c'est l'humilité, ça. Et lorsque mon co-débatteur propose à ce qu'on engage des médiateurs, moi, je ne suis pas très favorable à cette question. Combien de fois on a eu des dialogues sous les auspices des médiateurs? Aujourd'hui, par rapport aux législatives, fallait-il organiser des élections législatives dans les localités où les résultats sont... j'ai été l'un des premiers à dire que non. Les conditions ne le permettaient pas. Il ne fallait pas le faire. Mais le gouvernement s'est obstrué à le faire. Et on a vu ce qui s'est passé par la suite. Ça n'a fait que créer en fait le désordre. Parce que si eux, ils étaient abstenus d'organiser les élections législatives, peut-être même que les manifestants du 5 juin n'allaient pas sortir, compte tenu du contexte sanitaire. Mais à partir du moment où les gouvernants, eux qui sont les garants de la sécurité sanitaire des populations, organisent les élections aux dépens de la santé des citoyens, comment est-ce que vous ne voulez pas que les citoyens frustrés puissent sortir et exprimer leur colère? D'accord. Monsieur Bokoum, il y a Ali Ould de Seydina Haïdara qui demande pourquoi le président de la République n'a pas touché le problème des cotonculteurs qui décident cette année de ne pas cultiver le coton. Cette situation risque d'affecter toute la chaîne de valeur et même de faire chuter le PIB, selon lui. Mais c'est exact ce qu'il dit, parce qu'en réalité, il est en train de cibler, il est en train de faire un fractionnement pour fragiliser les revendications. Alors qu'en réalité, le problème, il est global. C'est un système de gouvernance. Donc, c'est encore de l'irresponsabilité de ne pas parler de certaines questions
questions essentielles. Donc en réalité aujourd'hui, le président de la République est en manque de vision. Il est incapable de diriger ce pays. C'est ça la triste réalité. D'accord. Et le temps nous fait défaut. Dernière question en quelques secondes. Djakarija Diakité demande ce qu'il n'a pas pu faire en 7 ans. Est-ce que le président pourra le faire en 3 ans, puisqu'il a fait des promesses? Le président peut le faire en 3 ans. D'accord. Est-ce qu'il peut le faire en 3 ans? Le président n'a pas une baguette magique, il ne peut pas le faire. Est-ce qu'il peut le faire en 3 ans? Même en 10 ans, il ne pourra pas le faire. Merci à nos invités, Boubacar Bokoum, politologue, Brahima Mamadou Kone, également politologue, et Balan Diakité, analyste politique au Centre de recherche et d'analyse politique, économique et sociale. À la régie vidéo et audio, Mamadou Ouattara et Peting Diara. Je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue.